Mathieu, à toi. Ouais, bon, ben moi, il y a pas d'action, hein, ça sera des ETF. Donc Même vous êtes. pas une, même pas une. Genre, si tu devais genre, choisir juste une action, t'en aurais même pas une? Si, si, ouais, j'ai réfléchi à cette question Allez, et j'en ai peut-être trouvé une, allez, mais je suis cool. pas satisfait à 100%. C'est pas grave. À la fin ou maintenant, celle-là? À la fin. Allez. Donc, moi, le premier, premier ETF, et vraiment, c'est si je devais avoir vraiment qu'un truc dans mon portefeuille, ça serait ça. À Hmm. votre avis, c'est quoi? TF World. ETF World? Bon, on est d'accord. Ok. Et, euh, et c'est parce que c'est un PEA, parce que je préfère le PEA. Imaginons que le PEA n'existait pas, je prendrais peut-être pas un Word, je prendrais encore plus large. Il y a des indices qui existent comme ACWI. Bon, ça a l'air un peu barbare, mais en gros, ça investit dans presque 99% de la capitalisation flottante mondiale. Et Ok. voilà, et on a des ETF qui investissent dans ça. Et si je devais en posséder qu'un, ça serait aussi celui-là, on va dire, si le PEA n'existait pas. Bref, le PEA existe. Donc, le numéro un, c'est le CW8, donc Yes. Amundi MSCI World, donc qui est éligible au PEA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les ETF, c'est juste des paniers d'actions. Et donc, cet ETF, la MSCI World, il vous permet en fait d'investir dans 1600 entreprises de 23 pays développés. Donc, évidemment, on a les États-Unis dedans qui pèsent, je crois, presque 60% de l'indice MSCI World. Mais après, dedans, on a du Japon, on a les pays européens, Canada, etc. Donc 23 pays développés. Donc, on n'a pas les pays émergents, style Chine, Brésil, etc. Donc, dans ces 1600 entreprises, donc, les premières, évidemment, c'est Apple, Microsoft, Amazon, Johnson Johnson, je ne sais plus ce qu'il y a dans les tops. Mais Ouais. après, donc, vous investissez dans tout un tas d'entreprises. Alors là, j'ai la fact sheet devant moi. Et vous êtes aussi super diversifié en secteurs. Alors, le premier secteur, c'est la technologie avec 21%, Mhm. parce que forcément, les capitalisations technologiques, elles pèsent pas mal. Deuxième, on a finance, 13%, et après, bon, il y en a beaucoup à 10%. Je disais, les États-Unis, vous êtes investi à 66% exactement, 67%. Il faut savoir que les États-Unis, quand même, pèsent dans le monde 57% de la capitalisation mondiale. Hmm. Donc, c'est un petit peu axé États-Unis, mais pas tellement non plus, hein. Parce que voilà, si on prend le portefeuille de marché, c'est normal d'avoir, entre guillemets, 57% de son portefeuille investi dans des actions américaines. Ça reste des grosses capitalisations. Donc, on n'est pas sur des penny stocks, on n'est pas sur des small caps, on est sur des larges. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire que depuis à peu près 1960, cet indice, il a une performance de 9,5% par an environ. Ouais. Donc, voilà, il y a un gros historique dessus. Ça couvre 85% de la capitalisation mondiale. Hmm. Donc, c'est déjà, voilà, vous avez vraiment un gros truc dans votre portefeuille. Et donc, qui plus est, vous pouvez le mettre dans votre PEA. Donc, ça, c'est assez exceptionnel parce que le PEA, normalement, il ne permet que d'investir dans des actions françaises ou européennes. Et là, donc, grâce à des ETF synthétiques, c'est via des swaps. Bon, c'est un peu compliqué, mais peu importe, on y arrive. Et ça représente autant de risques que les ETF physiques, hein. Il n'y a pas plus de risques avec les ETF synthétiques. Il y a des risques pour les deux. Il y en a qui sont propres aux synthétiques, mais il y a aussi d'autres risques qui sont propres aux physiques. Et au niveau de la réplication, donc il faut dire que donc, ça réplique l'indice MSCI World. Votre ETF, il va avoir exactement la même performance que l'indice. Au niveau de la réplication, on a un très bon suivi, un très bon tracking error et tracking différence. Donc ça, c'est cool. Et que dire d'autre? Voilà, donc c'est un ETF vraiment, c'est le premier ETF moi que j'ai acheté personnellement dans mon PEA. Et si je devais en avoir qu'un dans mon PEA, ça serait donc celui-là. Ok. Ok. Voilà. Voilà, je pense que beaucoup le connaissent, le CW8. Et Ouais. on me demande quelle est la différence entre le CW8 et le EWLD. Donc, le EWLD, c'est celui de l'Ixor. Le CW8, c'est celui d'Amundi. Donc, c'est deux gros émetteurs d'ETF français. D'ailleurs, Amundi qui est en train de racheter l'Ixor. C'est fait. Ils l'ont acheté. C'est fait, voilà. Ouais, donc, Ouais.
Et, euh, et donc, le EWLD, lui, c'est l'ETF de chez Lyxor. Il est un peu plus chargé en frais. Je crois qu'il est à 0,45 alors que le CW8 est à 0,38% par an. Et en fait, l'avantage de celui de Lyxor, c'est il est beaucoup moins cher à l'achat. Il s'achète à 20 euros à peu près. Mm. Alors que le CW8, il faudra débourser 350 euros à chaque achat. Yes. Donc voilà, pour certains, ça peut être plus facile d'acheter celui de Lyxor. Et moi-même, d'ailleurs, des fois, je n'ai pas 350 euros et j'achète aussi celui de Lyxor de temps en temps. D'ailleurs, quand je présente mon PEA sur ma chaîne, on me dit, mais pourquoi tu as les deux? À quoi ça te sert? Ben, bon, je réponds à chaque fois, mais là, je le réponds. C'est parce que quand j'ai pas 350 euros, j'achète celui de Lyxor. Ouais. Ok. Parce que je préfère, du coup, investir tous les mois. C'est d'ailleurs une meilleure pratique que d'attendre et d'avoir assez pour investir dans le CW8. Parce qu'en attendant, vous pouvez rater une performance. Et donc, je préfère investir directement avec le EWLD, qui est aussi un très bon ETF et qui a un encours qui explose, entre guillemets. Bon, ça explose pas non plus, c'est pas un penny stock, mais ça augmente pas mal. Donc, ça a l'air d'être un ETF qui est de plus en plus solide aussi, celui de Lyxor. Celui d'Amundi, il est très solide, il a beaucoup d'encours. OK, donc ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, qui vient compléter un Word. Je pense que certains l'ont déjà deviné. Au sourire de Sébastien, il l'a déjà, je pense. Sébastien, c'est lequel le numéro 2? Et émergent. Voilà, c'est un MSCI Emerging Markets. Donc là, ça vient Ouais. bien compléter le Word parce que le Word, il a que des pays développés. Et là, avec le pays émergent, on va investir dans la Chine. Alors, j'ai la fact sheet devant moi. Chine, 37%, Taïwan, 14%, Corée du Sud, Inde, Brésil, etc. Et donc, ça vient super bien compléter le MSCI World. Le MSCI Emerging Markets, lui, il a 1391 entreprises. Et voilà, il est aussi super bien diversifié. Bon, un peu plus axé technologie encore, mais voilà, vous avez plein de pays, vous avez plein de secteurs. C'est aussi les grosses capitalisations, donc des pays émergents. Mm. On a un peu moins d'historique pour le Emerging Markets. Depuis les années 2000, il fait en moyenne 9,67% par an. Et voilà, donc c'est super bien de venir compléter votre Word dans le PEA, donc avec cet ETF. Donc, plus précisément, c'est l'ETF PAEEM. Donc, c'est un ETF de chez Amundi. Et vous pouvez aussi l'avoir dans votre PEA. Et donc, ça aussi, c'est génial. ETF au PEA pour long terme et actions, est-ce une bonne solution? Ben, moi, personnellement, j'investis que dans des ETF. Je n'investis pas dans des actions. Pour moi, les ETF, ben, en fait, parce qu'en investissant dans des ETF, tu investis déjà dans des actions. Après, si tu veux rajouter un petit peu un pourcentage, c'est mon point de vue, hein. Si tu veux rajouter un petit pourcentage, voilà, pour dynamiser, pour essayer peut-être c'est un peu plus motivant, on va dire, d'investir dans des actions, hein. Les ETF, c'est passif, c'est fainéant, entre guillemets. Vous n'avez rien à faire. Et c'est pas forcément enthousiasmant dans la vie de tous les jours. Voilà, vous n'avez pas analyser, regarder les chiffres, parier sur quelque chose. Là, vous allez plus investir vraiment sur le long terme. PAEM, je l'ai. Ben, bravo à toi, Émeric. Moi aussi. Du coup. Yes. PA Asie, ouais, il y en a aussi qui préfèrent le PA Asie. Donc, ça, c'est pour investir uniquement sur les pays asiatiques. Et historiquement, ben, le PAEEM, donc avec tous les pays émergents, surperforme le PA Asie. En ce moment, il y a l'Asie qui a, voilà, ces dernières années, qui a surperformé. Mais si on prend un historique plus ancien, ben, le PAEM, il surperforme et il est plus diversifié. Donc, moi, je n'investis pas dans le PA Asie, mais pourquoi pas, hein, si c'est votre choix voilà, d'être investi plus en Asie que dans les autres pays émergents. Yes. OK. Euh, Ensuite, le troisième, c'est encore un ETF sur PEA. C'est un ETF de chez Amundi, c'est le Russell. C'est le Russell 2000, donc il investit sur Russell 2000. Donc son ticker, c'est RS2K. Et cet ETF-là, il va vous permettre d'investir dans 2000 entreprises small caps américaines, donc petites capitalisations. Et historiquement, les petites capitalisations surperforment les grosses. Donc, ici, ça vous permet vraiment de prendre une belle position, donc 2000 entreprises quand même,
sur des entreprises small caps américaines aussi qui surperforment, en tout cas ces dernières années. Le Russell 2000, alors je l'ai sous les yeux, il a fait depuis 10 ans 11,68% par an. Voilà, depuis un an, 94%. Donc là, moi, c'est un truc qui a pas mal augmenté dans mon PEA. Il a porté vers le haut un peu mon PEA, celui-là. Ouais. Après, la dernière décennie est un peu, entre parenthèses, trompeuse parce que c'était une décennie où, et surtout la dernière année, où tout a monté en fait. Rien n'a baissé. La décennie 2010 à 2020 était une décennie incroyable qui était un bull market continu en fait. Mm. Donc, le souci, je ne sais pas si sur le Russell, tu as un historique avant 2010, plutôt à partir des années 2000, sur ce type d'ETF. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais ça existe. Ouais. Je sais que de toute manière, historiquement, tu as les small caps qui surperforment les large caps, et ça, c'est depuis les années 1910 à peu près. Pour le Russell 2000, je ne pourrais pas te dire là maintenant. Ok. Mais ça reste un indice très solide. Tu as quand même 2000 entreprises dedans, du coup. Ouais. Et ok. Voilà. D'ailleurs, le quatrième, c'est un indice encore plus large que le Russell 2000 sur les small caps. Okay. C'est le MSCI World Small Caps. Donc là, à l'échelle mondiale. Ouais, donc là, on est sur toutes les small caps, mais pas uniquement américaines. On est sur les small caps des 23 pays développés. Ouais. Et ça, il est assez insane aussi, cet indice. Et on peut y investir dessus avec un compte titre. Il a 4252 entreprises dedans. Pharmagest doit être à l'intérieur, je pense. Je pense, c'est possible. Ouais. Je pense. De toute façon, je pense que, sauf ton penny stock, Rohan, je pense que j'investis dans toutes les entreprises que vous avez dit finalement. Hein. Ouais. Mais via des ETF. Ok. Cool. Voilà, donc cet ETF-là, il est ultra diversifié aussi. Ce qui est bien, c'est que le premier secteur n'est pas la technologie, c'est l'industrie. Et puis, on est aussi 59% sur les États-Nis. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que la première entreprise qui s'appelle Caesar Inc., je ne connais pas, pèse 0,23% de l'indice. Donc, ça veut dire que toutes les autres pèsent moins de 0,23%. Ouais. Ça veut aussi dire que si un jour une entreprise fait faillite au sein de votre ETF, vous ne le verrez même pas. Voilà, c'est tellement dilué, le risque est tellement dilué que vous ne le verrez même pas. Et que si il perd une entreprise à 0,23%, en un jour de cotation, vous pouvez retrouver directement même. Vous ne verrez pas, quoi. Vous ne verrez même pas dans la cotation. Okay. Voilà. Est-ce qu'en cas de crack, le cours des ETF change ou est-ce que la liquidité est moindre? Non. Donc, en cas de crack, l'ETF, il va continuer à suivre. Il faut savoir en fait que les ETF, c'est des produits un peu particuliers où derrière, il y a des market makers. Donc, en fait, c'est des traders qui vont offrir de la liquidité, donc ils sont embauchés par Lyxor ou par Amundi, et qui vont toujours offrir de la liquidité aux investisseurs. Et du coup, vous, si vous voulez vendre, il y aura toujours Lyxor. Je fais un raccourci, mais il y aura toujours Lyxor qui va vous le racheter. Et pour eux, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, ils vous rachètent l'ETF, ils détruisent votre part et ils revendent les entreprises dans lesquelles est investi l'ETF. Et voilà, en fait, Lyxor et Amundi, ils peuvent créer des parts comme ça pour vous ou en enlever. Et il y a toujours des market makers derrière qui sont là pour assurer la liquidité de l'ETF. Okay. Donc, ce n'est pas un problème, la liquidité. Il y a Seb R67 qui nous dit un pari sur la cinquième, moi je dis momentum. Et bien justement, le cinquième, c'est iShare Edge World Momentum. Bravo à toi, Seb. Donc, c'est sûrement Sébastien Coubard là, qui a créé un faux compte. On te voit, Seb, on te voit. Et
Et ouais, c'est un ETF que j'apprécie beaucoup. C'est un ETF dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est un Word, c'est un ETF Word, mais avec le facteur momentum. Ça veut dire en fait qu'il va dans le MSCI World, donc le MSCI World qui a 1600 entreprises, il va investir que dans les entreprises qui ont le mieux performé au cours des dernières semaines. Et ça, en fait, c'est le facteur momentum. On peut le comprendre parce que les êtres humains, ils ont cet effet un peu moutonnier qui suivent la Mhm. foule. Voilà, quand tu vois un restaurant avec pas mal de gens, ben, tu as envie d'aller manger dans ce restaurant, bon, avant le Covid. Quand tu vois une crypto-monnaie qui commence un petit peu à exploser, tu as envie. Mais bon, enfin, ici, c'est des entreprises, du coup, qui ont bien performé au cours des dernières semaines. Ouais. Et donc, ce facteur momentum, ça, c'est un facteur scientifique, hein. Donc, ça a été découvert par Eugène Fama et French. Voilà, si ça intéresse des gens d'aller voir un peu plus. Ils ont d'ailleurs des données libres d'accès sur Internet. Vous pouvez télécharger les données et voir comment ils ont analysé tout ça. Mais bref, et en gros, cet ETF, donc cet indice plutôt, alors je l'ai là, il a surperformé le World. Depuis 1994, on a 11,84% par an de performance. Et en fait, il faut savoir que du coup, l'ETF, il va changer d'entreprise. Il peut Tout le temps, ouais. changer, il peut faire une rotation de 100% au cours de l'année, quoi. Mm. Parce D'accord. qu'il va sélectionner à chaque fois les entreprises qui ont le mieux performé. Alors, tout est quantitatif, tout est chiffré, c'est des algorithmes qui font ça. Il y a pas des analystes, des personnes qui viennent mettre les mains dedans. Donc, comme ça, il n'y a pas de biais cognitif dedans, Mm. c'est chiffré. Et donc, on peut s'attendre à un ETF qui ait des frais assez élevés parce que il faut changer souvent d'entreprise. Et ça, c'est un coût pour le gestionnaire. Mais iShares, donc le plus gros émetteur d'ETF de BlackRock, La coque. réussit à faire un ETF à 0,3%, je crois, ou ouais, 0,3% de frais par an. Ah, Ok. c'est Donc, correct. c'est très peu. Et voilà, donc, il nous permet donc d'investir sur cet indice à moindre frais au sein d'un compte titre. Vous n'avez pas ça par contre dans tous les comptes titres. Moi, j'ai ça dans Trade Republic. Je sais que c'est aussi sur DeGiro. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé sur Fortuneo ou Bourse Direct, est-ce que c'était disponible? Mm. Et a priori, ça ne l'est pas. Donc voilà, attention à voir avec votre courtier. C'est quoi le ticker? Il y a quelqu'un qui demande le ticker pour ce cinquième ETF. Tu connais? Le ticker, alors je ne l'ai pas là, mais je vais Ok. te le trouver. Alors, le temps que tu cherches, juste pour apporter quelques précisions, en fait, le momentum se base, pour expliquer de manière très simple, se base sur une théorie que ce qui a très bien performé et qui est en train de très bien performer devrait continuer à très bien performer pendant X temps, en fait. Exact. Et c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que si on voit que NIO, par exemple, est en train d'exploser et que ça fait un mois qu'il explose, bah, on va mettre NIO dans le portefeuille parce qu'il y a de fortes chances que pendant encore un mois, 2 mois, NIO explose. Et c'est tout simplement des algorithmes et des ordinateurs qui font ça sur plein d'actions tout le temps. Et tous les jours, en fait, ils vont analyser les actions. Et dès qu'ils voient qu'une action bah, commence à s'essouffler, bim, elle est automatiquement virée et elle est remplacée par une autre action qui n'était pas forcément dans l'ETF et qui suit cette théorie du momentum. Et c'est un truc qui tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des rendements très forts qui est basé sur une théorie qui a été prouvée et qui fonctionne, parce que le momentum, ça ne date pas de l'année dernière. Mais voilà, après, alors les frais sont un peu plus élevés, effectivement, mais après, tu investis vraiment juste pour la performance, quoi. Il y a vraiment, tu n'as plus aucune idée des actions qu'il y a à l'intérieur. Et c'est même plus, enfin, il n'y a plus de secteur. Ils peuvent vraiment te mettre des actions du fin fond du Bangladesh parce qu'elle est en train de performer et que voilà. Enfin, c'est un Alors, ETF rempli de ce type de ce type d'action qui est alors pas juste. du, Ouais, ça ne sera pas du Bangladesh parce que c'est parmi les c'est 1600 du World. OK. Et, euh, Les et pays ensuite, développés. c'est pas D'accord. forcément remplacé. En fait, ils n'ont pas forcément de nombre. Là, il y a 348 entreprises, Ouais, ou mais ils bien. se mettent des seuils. OK. Et demain, il peut y en avoir 1500, hein. Bon, Ouais. 1500, ça serait énorme. Mais il n'y a pas de nombre. C'est pas forcément, elles ne sont pas forcément remplacées, les entreprises. Ouais. Donc, Est-ce que. évidemment, ça cherche les entreprises à croissance.
Hmm. Et oui, je ne connais pas les entreprises dans lesquelles sont investis, Ouais. dans lesquelles est investi l'ETF, mais je trouve que ce n'est pas un problème du tout. Ok. Et moi, de toute façon, enfin, comme je disais dans un autre live sur mon PEA, je crois que j'ai 5000 entreprises. Ok. Je ne pourrais jamais. Ouais. Et puis même avec une entreprise, c'est difficile de la connaître, hein. Il faudrait connaître Bien sûr. vraiment toute la team Bien sûr. management, tout son précédent, tous les trucs internes. Et de toute façon, c'est confidentiel. Bref. Sinon, pour le top 10 des constituants, là, on a Tesla, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Nvidia, Google, PayPal, Adobe. Donc, Ouais. évidemment, très axé tech Yes. américain pour l'instant. Mais moi, peu importe ce qu'il y a dedans, je sais voilà, que ça surperforme, que c'est très probable que ça surperforme. C'est un Hmm. investissement long terme. Et voilà, il m'intéresse pas mal cet ETF. Est-ce que tu Après, as c'est plus Ouais. risqué, il faut dire, c'est plus risqué qu'un Hmm. Word. Et c'est pour ça que c'est pas du tout mon portefeuille core. C'est pas le corps Ouais. de mon portefeuille, quoi. C'est plutôt sur les bords, quoi. Edge, d'ailleurs, c'est ça. Ils ont iShares, ils ont une gamme core. C'est vraiment le cœur de votre portefeuille. Hmm. Et Edge, c'est plus voilà, pour quelques pourcentages. Ok. Ok. J'ai l'impression que c'est le genre d'ETF qui fait super bien en période de haussière, en période de bull market, mais qui a un ETF à limiter en période de baissier. Est-ce que tu peux confirmer, Mathieu? Euh, Ou pas? alors, Ou je me trompe? pas forcément parce que, en Ok. fait, en période baissière, c'est après les périodes baissières qu'on a les meilleurs rebonds. Et c'est Ouais. cet ETF justement qui va rebondir ensuite et du coup qui sera intéressant à avoir juste après. Alors, du coup, pour timer le Oui, juste oui, après, mais, ouais, mais pendant une période baissière. C'est-à-dire, imagine qu'on a une période baissière qui dure un an. après, regarde, si tu veux, j'ai les performances ici de 2008. Ok. En 2008, il a fait moins 39%, alors que le Word a fait moins 40%. Ouais, En c'est similaire. 2020, par exemple, le Word a fait 16. Ouais. Bon, c'était baissier, puis très haussier. Le Ouais. Word a fait 16, le Momentum a fait plus 28. Plus 28. Ok. Ok. Et Ok. question bête par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand tu dis ça investit sur des actions qui augmentent depuis des semaines, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit trop tard, entre guillemets? Ben, l'ETF, lui, dès qu'une action va commencer à augmenter, lui, il va arriver, tu vois. D'accord. Dès qu'il y a une action qui a augmenté, peut-être qu'il s'est positionné dessus, si elle recommence à baisser, ben, il va la sortir. Ok. Lui, il fait tout pour vous, c'est automatisé. Vous n'avez rien à faire. Et il y a évidemment un risque, c'est un peu plus risqué, comme je disais, que le Word. Mais ce facteur-là, il marche. Il a été prouvé. Après, il faut voir vraiment ça, par contre, sur du long terme, voire Long terme. très long terme, plus que le Word limite. Il est probable que ça sous-performe pendant un temps. Voilà. Donc, Ok. après, si vous êtes intéressé par le sujet, voilà, ça s'appelle les facteurs Smart Beta. Là, je vous ai Yes. parlé du momentum, mais il y en a d'autres. Et il y a Ok. d'autres ETF aussi qui sont très intéressants. Moi, le momentum, c'est un de mes facteurs préférés. Ouais. Ouais, il y a 6 facteurs, je crois, hein. Tu as le momentum, j'en avais parlé aussi. Momentum, valeur. Tu as growth, Ouais. tu as low volatility, Yes. Tu as plein de. ouais, Les investissements autour des facteurs sont super intéressants, notamment le momentum. yes, yes, yes. Ouais. Et il y a d'autres, il y a des facteurs aussi qui ne sont pas forcément considérés comme des facteurs. Enfin, la Hmm. liste, elle est plus ou moins floue, entre guillemets. Ouais. Mais il Ouais. y en a qui sont communément admis, comme le momentum, Hmm. par exemple. Ouais. Ça pourrait être bien aussi peut-être d'allier momentum et valeur, qui en général ne vont pas avoir les mêmes actions, je pense, j'imagine, Ouais, et qui, je pense, font un bon contrebalançage, tu vois, parce qu'en période, on va dire un peu baissière ou stagnante, ça va plus être les values qui vont pouvoir un peu tirer vers le haut ou plutôt empêcher que l'autre te tire trop vers le bas. Donc ça peut être une bonne alliance, ces deux ETF, value et momentum. bah, tout à fait. Et d'ailleurs, tu Ouais, serais embauché par BlackRock parce qu'en fait, ils ont fait un ETF multifacteur carrément. ouais, Et c'est vrai. dedans, ils y mélangent, à ma connaissance, je crois, du growth, du Mm. momentum, du value et du low volatility. Il me semble, il faut à vérifier. Ok. Mais il y a des trucs très intéressants sur les facteurs et vous pouvez complètement compléter avec Allez. du growth ou du momentum et du value, par exemple. Il y en a qui aiment bien les low volatility, etc.
Yes. Et d'ailleurs aussi, un dernier truc, small caps, donc les petites capitalisations, c'est considéré aussi comme un facteur. Donc en investissant sur le Russell 2000 comme mon troisième ou mon quatrième, le World Small Caps, c'est aussi considéré comme être un facteur, les small caps. Ok, Mathieu. Alors, cette action-là. Ah oui, j'avais oublié. L'action unique. Cette action unique, j'y ai réfléchi. Donc, c'était par rapport au dernier live. D'ailleurs, on avait parlé de Berkshire Hathaway. Et je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée d'acheter cette action parce que en l'achetant, du coup, vous êtes quand même assez diversifié parce que pour vous, il fait des investissements derrière. Ensuite, on peut faire confiance à Warren Buffett, on peut faire confiance à son style d'investissement qui, en plus, du coup, lui, il essaye souvent de racheter des business et de le tirer vers le haut parce qu'il a une part très importante et du coup, il fait partie de la direction. Pour la petite histoire, Berkshire Hathaway, c'est d'ailleurs une entreprise de textile à la base qu'il a racheté complètement et qu'il a transformé en fonds d'investissement. Et donc, je trouvais ça cool, en fait, cette action. Mais il y a un principal risque, évidemment, c'est la mort. C'est la mort de Warren Buffett, malheureusement, parce que l'entreprise repose sur sa personne. Et il a plus de 90 ans. Il a même eu un cancer de la prostate. C'est pas grave, ça. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, si c'est pas grave, ça va alors. Mais il a quand même 90 ans. Donc, et puis, son allié, son bras droit aussi, il est même plus âgé que lui, Munger. Et du coup, voilà, ça me satisfait pas parce que à cause de ce risque principal, quoi. Et puis aussi, si on regarde l'historique, il a fait des choses merveilleuses dans les années, au 20e, mais au 21e, pas tant que ça, quoi. Il n'a pas forcément surperformé le S&P sur les 10 dernières années, par exemple. Donc, je resterai sur les ETF, évidemment, mais bon, allez, pour vous faire plaisir, si je devais acheter une action, ce serait peut-être celle-là. Alors, au sujet du risque sur l'âge de Buffett et Munger, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait très longtemps qu'ils ont délégué la partie décision des achats à des jeunes équipes, même si ce n'est pas forcément de manière publique. Mais les investissements, ça fait longtemps que ils n'ont pas une partie importante de leur boulot qui est sur décider dans quoi investir. Oui, mais c'est l'image de la boîte. Certes, c'est l'image. Alors, justement, la semaine dernière, pour la première fois, Warren Buffett a désigné son successeur. C'est-à-dire qu'il a dit que voilà, une fois que je meurs, c'est lui qui prend en place. Le marché n'a pas réagi de manière brutale sur l'annonce. Tu vois. Donc, ça veut dire que les gens sont le marché est plus ou moins déjà prêt à accepter le successeur. Les gens, ils ont vu un peu qui était le successeur, etc. Ils se sont renseignés dessus. Ils ont vu que bon, c'était un mec solide. Du coup, le marché n'a pas mauvaisement réagi par rapport à ça. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de gens en commentaire qui disent que tu aurais pu prendre BlackRock aussi, vu que c'est une exposition indirecte, on va dire, au succès des ETF. Et du coup, j'ai pas analysé celle-là. Ça aurait du sens pour toi d'avoir du BlackRock. C'est vrai. J'ai pas regardé cette action. Donc, je regarderai,